Je m'appelle Ryan. J'ai 38 ans. J'avais une petite entreprise de menuiserie à Hempstead. Fabrication sur mesure, gros contrats résidentiels, même des travaux commerciaux s'étendant jusqu'à Manhattan. J'avais une réputation, une vraie. Les gens m'appelaient pour la qualité. J'avais 3 employés sous mes ordres, un atelier loué et des chèques de paie stables. C'était avant que la vie ne me brise morceau par morceau. Mon père est décédé fin 2022. Cancer du côlon. J'ai mis l'entreprise en pause pour m'occuper de lui durant ces derniers mois. Les clients n'ont pas attendu. Ils ont disparu. L'argent s'est évaporé plus vite que prévu. Juste après l'enterrement, ma mère a eu un AVC. Elle s'en est sortie, mais les factures étaient astronomiques. Il ne nous restait plus de coussins. J'ai essayé de relancer l'atelier, mais sans économie et avec un camion de travail cassé, j'ai conclu un marché avec un sous-traitant louche. Grosse erreur. Il a disparu avec la compte et m'a laissé en plan. Ce fut la dernière goutte. Maintenant, je dors où je peux. Si ce n'est pas mon camion, c'est recroquevillé derrière des bancs dans le parc Eisenhower. Je garde mes outils emballés sous une bâche. J'ai toujours un sacré bon jeu. Je ramasse des petits boulots de nettoyage ou des réparations aléatoires. Tout ce que je peux obtenir. Je ne suis pas un drogué. Je ne suis pas un ivrogne. Juste un gars qui s'est fait piétiner par 2 années consécutives de mauvais timing et de malchance. Ce restaurant à Unional, je l'observais depuis quelques jours. La porte d'entrée faisait un bruit atroce à chaque entrée. Je voyais les clients hésiter, même faire demi-tour et sortir. Personne ne la réparait. Personne ne s'en souciait. Alors, j'ai fini par entrer. Il faisait un froid de canard. Mes bottes étaient craquelées. Je savais à quoi je ressemblais. Rough, mal rasé, sans endroit où aller. J'ai attendu que la file s'éclaircisse et je me suis avancé. « Votre porte vous coûte des clients », ai-je dit. Rick, le propriétaire, m'a juste regardé, pas d'un air amical. J'ai tapoté la poignée. « Ça grince comme ça ? La moitié de vos clients s'en vont. Laissez-moi la réparer. » Gratuitement, juste un petit déjeuner et un café. Il n'a rien dit au début. Il m'a regardé de haut en bas. Puis il a vu les outils dans mon sac. Il a donné un unique signe de tête. « 45 minutes », a-t-il dit. Je lui en ai donné 38. Petite note avant d'écouter, partagez dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez et continuons. J'essuyais mes mains quand la clochette au-dessus de la porte a tinté à nouveau. Une femme est entrée, grande, droite, enveloppée dans un manteau de laine sombre. Elle n'avait pas l'air d'être à sa place, mais elle ne se comportait pas comme telle non plus. Confiante. Lignes épurées. Elle a franchi le seuil et s'est arrêtée, testant la porte derrière elle. Ouverte. Fermée. Ouverte encore. Elle l'a remarqué immédiatement. J'ai croisé son regard une seconde, mais elle n'a rien dit. Juste un léger signe de tête, comme si elle savait exactement ce qui avait changé. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. J'avais fait mon travail. J'avais eu mon repas. Rick m'avait même donné un 2e café à emporter. Mais le lendemain matin, elle était de retour. Et cette fois, elle me cherchait. Elle s'est avancée droit vers moi, comme si elle avait suivi mes pas. La même femme que la veille. Pas de maquillage cette fois. Cheveux attachés, veste en polaire et jean, mais se déplaçait toujours comme quelqu'un habitué à être écouté. Le genre de femme qui donne des instructions, pas des suggestions. « Vous avez réparé la porte, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, la voix nette mais pas froide. J'ai hoché la tête, mâchant encore la dernière part de pain gratuit que Rick m'avait lancé ce matin. Elle n'a pas attendu. Et la caisse de la vieille dame au marché. Cette tante pop-up avec la charnière cassée,
J'ai cligné des yeux. Oui. Et la chaîne du vélo de ce gamin devant la supérette sur Jérusalem, a-t-elle ajouté. J'ai haussé les épaules. Il avait besoin d'aide. Je vous regarde, a-t-elle dit, comme si ce n'était pas du tout étrange. Vous réparez les choses. Pas juste, bien, d'accord. Je me suis appuyé contre le mur de briques, bras croisés. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a hésité une demi-seconde, puis a dit « J'ai une cabane dans le Westchester. Elle appartenait à ma grand-mère. Elle est en train de tomber en morceaux. Le toit est à moitié foutu. De la moisissure dans la cuisine. Un mur entier pourrait s'effondrer si vous vous appuyez dessus de travers. » J'ai haussé un sourcil. Ça a l'air charmant. Elle a souri. Vous auriez une chambre, de la vraie nourriture, un salaire en espèces. Rien d'extraordinaire, mais juste. Et aucune surprise. Pourquoi moi? Ai-je demandé. Je n'aimais pas quand les choses venaient trop facilement. Il y a toujours un hic. Toujours. Ses yeux n'ont pas vacillé, parce que vous faites les choses correctement, même quand personne ne fait attention. Ça m'a touché droit au cœur. J'ai jeté un coup d'œil à mon camion. Les vitres étaient embuées par le fait que j'y avais dormi la nuit dernière. Les prévisions annonçaient des températures sous zéro le week-end, et j'en étais déjà à une seule paire de chaussettes propres. « Vous avez des outils ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête lentement. « Quelques-uns? Assez. Vous voulez monter voir l'endroit ?» J'ai regardé sa voiture. Subaru modèle récent. Propre, mais pas tape à l'œil. Pas une trace d'hésitation dans sa voix. Elle était sérieuse. Je ne lui faisais pas confiance. Pas entièrement. Mais dormir dans mon camion pendant un autre hiver à Long Island, c'était un non catégorique. J'ai jeté mon sac à outils dans son coffre. Allons-y. Nous sommes partis 20 minutes plus tard. J'ai envoyé un texto à un gars que je connaissais encore un peu. Je lui ai dit que je serais hors de portée pendant quelques jours. Pas de réponse. Pas que je m'y attendais. Le trajet a été calme pendant un moment. Nous avons dépassé Yonkers, puis Mount Kisco. Je regardais par la fenêtre, observant les villes se transformer en arbres. Elle n'a pas essayé de combler le silence, ce que j'ai respecté. Elle conduisait simplement, comme si elle connaissait déjà chaque virage. « Ryan », ai-je fini par dire, en lui donnant mon nom. Elle a hoché la tête. « Lorraine. » Avant d'arriver à la maison, elle m'a donné le détail. C'est vieux, 2 étages, un peu d'isolation, mais pas terrible. L'électricité est rétablie, la plomberie aussi. J'ai rempli la cuisine la semaine dernière. Vous vivez ici? Ai-je demandé. Non, j'avais juste besoin de revenir un moment. Je n'ai pas posé d'autres questions. Son ton indiquait clairement que c'était la fin de la discussion. Nous avons tiré dans une allée de gravier qui craquait sous les pneus, des arbres épais autour de la propriété, des feuilles oranges accrochées désespérément. La maison elle-même ressemblait à quelque chose d'une carte postale oubliée. Peinture écaillée, fenêtres fissurées, mais les fondations étaient bonnes. Le genre d'endroit qui méritait d'être sauvé. Je suis sorti, je me suis étiré, et j'ai immédiatement remarqué l'inclinaison du côté ouest. Le porche s'était affaissé. Il pourrait y avoir de la pourriture dans les solives ou des dégâts d'eau sous les planches. La ligne du toit ne semblait pas terrible, mais la gouttière du côté nord était à peine accrochée. Elle m'a suivi sur les marches, les clés à la main. « Vous voulez faire le tour ?» ?»« Oui, » ai-je dit. « Je veux bien. » L'intérieur sentait le cèdre et la moisissure, le genre d'odeur qui raconte des histoires. L'embrise le long des murs, parquet rayé, vieilles installations. Mais il y avait une cheminée, en pierre solide, et la disposition n'était pas mauvaise.
La cuisine avait besoin d'un nettoyage en profondeur, mais la structure ne criait pas au désastre. Je suis monté, j'ai testé la rampe. Solide. Les fenêtres s'ouvraient, même si elles étaient un peu coincées. Les tuyaux de la salle de bain ont gémi quand j'ai ouvert le robinet, mais de l'eau est sortie, rouillée, mais chaude. Vous avez dit que vous aviez rétabli les services publics. La semaine dernière, a-t-elle dit. Je pensais que j'en aurais besoin. Je n'étais pas sûr quand, cependant. Alors, je suis redescendu, j'ai tiré le panneau de la trappe d'accès, j'ai regardé sous le plancher. L'isolation était inégale, des traces de rats certainement. Rien de trop gâté, cependant. J'avais vu pire. Merde, j'avais vécu dans pire. Elle se tenait près de la cheminée quand je suis rentré. Alors, j'ai passé une main sur le manteau de cheminée. Elle a du potentiel, mais ce sera un vrai travail. Je veux dire, des semaines. Elle a hoché la tête. C'est le plan. Vous voulez que je fasse quoi? Tout reconstruire. Commencer par la structure du toit, les murs, la rendre habitable. Après ça, on verra. Je l'ai regardée. Elle ne parlait pas comme la plupart des clients. Pas de micro-gestion. Pas de demande si je pouvais faire ceci ou cela pour moins cher. Juste des faits bruts. Vous avez un endroit où dormir? Deuxième chambre. Drap propre, je le jure. Et à manger? Elle a pointé le réfrigérateur. Rempli ce matin. J'ai expiré. Pas de liste à parcourir. Juste une dernière question. Vous êtes sûr de moi? Vous l'êtes? M'a-t-elle demandé en retour. Ça m'a arrêté net. J'ai regardé une fois de plus la pièce. La façon dont la lumière de l'après-midi tombait sur le sol, l'odeur subtile de fumée de bois de la dernière fois que quelqu'un avait essayé de réchauffer l'endroit. Puis j'ai dit « Je suis partant ». Je me suis mis au travail le lendemain matin avant même que le soleil ne touche les arbres. Pas besoin d'alarme. Mon corps savait quand bouger. La première chose que j'ai faite a été de démonter les planches du porche une par une. La plupart étaient gonflées, pourries en dessous. Chaque fois que j'en soulevais une et que je voyais de la terre propre en dessous, c'était comme récupérer quelque chose. Ensuite, je me suis attaqué au cadre du côté est. Les termites avaient rongé la moitié de la plinthe. J'ai retiré ce que je pouvais, j'ai gratté les coins et j'ai commencé à couper du bois frais à la bonne dimension. Ce n'était pas juste du travail, c'était du rythme, un but. Je n'avais pas ressenti cette clarté depuis l'atelier. Vers 9 heures, comme à l'horloge, elle est arrivée. Lorraine, même veste en polaire, jean, queue de cheval, et cette tasse en céramique. Pas de logo, pas d'éclat, probablement importé et ridiculement cher. Elle s'est garée sur le gravier, a posé son ordinateur portable sur la rampe du porche et a tapoté comme si elle enregistrait des transactions boursières au lieu de consulter ses emails. « Vous travaillez vraiment ?» ai-je demandé une fois, à moitié en plaisantant. « Consultation à distance ?» a-t-elle dit sans lever les yeux. « Oui, sur quoi ?» Elle n'a pas répondu. J'ai gardé le silence après ça. Je ne voulais pas me mêler trop tôt, mais ces appels ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais entendu chez un consultant. Il ne s'agissait pas de réunions de planification ou de synchronisation d'équipe. J'ai entendu des mots comme participation, effet de levier de position et stratégie de vote. De vrais trucs d'entreprise, de l'argent sérieux. Pourtant, chaque fois que je demandais quelque chose, des vis à bois, des supports robustes, des types de finition spécifiques, elle revenait le lendemain avec exactement ce dont j'avais besoin. Pas d'emballage Amazon, pas de reçu. La moitié du temps, c'était du haut de gamme, comme du matériel de qualité professionnelle.
Une fois, j'ai mentionné que j'avais besoin de bois traité sous pression pour une nouvelle limon de marche, et avant la tombée de la nuit, ils étaient garés dans l'allée. Aucune question. Juste là. Un matin, je l'ai surprise en train de me regarder, pas juste de façon décontractée, les yeux fixés sur mes mains pendant que je posais les solives pour le pont reconstruit. Elle ne scrollait pas et n'envoyait pas de message. Elle était juste là, bras croisés, absorbant la scène. « Vous avez déjà construit quelque chose vous-même » ai-je demandé. Elle a souri faiblement. « Des maisons en pain d'épices, est-ce que ça compte ?» Seulement si tu as utilisé une scie sauteuse. 1 minute plus tard, je lui ai tendu un pied de biche et j'ai pointé le coin éloigné du porche où les planches étaient lâches, mais encore clouées. « Vas-y. Voyons ce que tu as. » Elle a tenu le levier comme s'il était fait de verre. Coude serré, prise mauvaise. Pas de levier. Je me suis approché. J'ai ajusté ses mains. Je me suis penché à côté d'elle. « Ce n'est pas un violon, » ai-je dit. « C'est un outil. Deviens méchante avec ça. » Elle a ri, puis a réessayé. Mieux, toujours maladroit, mais elle écoutait. « Apprends-moi, » a-t-elle dit. « Je veux apprendre. » Alors, je l'ai fait. Toutes les heures ou deux, je m'arrêtais et je lui montrais quelque chose. Comment équarrir un cadre, comment assortir le grain, comment utiliser une équerre sans regarder YouTube. Elle ne faisait pas semblant de s'en soucier. Elle prenait des notes, posait de bonnes questions, et quand elle faisait une erreur, elle ne se plaignait pas et ne cherchait pas d'excuses. Elle a juré une fois, puis a recommencé jusqu'à ce que ce soit juste. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Elle posait trop de questions intelligentes, trop rapidement. De nouvelles marques comme Faisol et Senko, mais elle n'a jamais mentionné où elle les avait entendues et la façon dont elle se tenait. Colonne vertébrale droite, mots exacts, la façon dont elle marquait une pause avant de parler, comme si elle avait l'habitude de contrôler les salles. Je l'ai remarqué à nouveau ce vendredi-là. Elle était assise sur un seau retourné près du porche, tapant. Je suis arrivé derrière elle pour lui demander des mastiques de fixation, et son écran était plein de graphiques. Pas de budget de projet de maison, pas de facture. Je parle de cotations de niveau Bloomberg, de finances approfondies, de noms d'entreprises que j'avais vus dans les gros titres avant que j'arrête de lire les nouvelles. Vanguard, BlackRock, et une qui m'a fait arrêter de respirer une seconde. Delaney Capital Group. J'avais lu un article à leur sujet une fois. Une dynastie familiale d'entreprises, des milliards de dollars d'actifs, des investisseurs impitoyables, de vrais loups. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris note. Elle m'a vu regarder, mais n'a pas bronché. Elle a juste incliné l'écran et a demandé « Besoin de quelque chose ?» Oui, mastic quart de pouce, transparent. Je le récupérerai demain. Le lendemain, il était dans la cuisine et j'ai toujours laissé couler. Je me suis dit qu'elle avait peut-être de l'argent. Peut-être qu'elle était impliquée dans quelque chose de gros. Peut-être que la cabane était sa façon d'y échapper. Peu importe. J'avais été dans assez de situations difficiles pour savoir quand fermer ma bouche et accepter la victoire. Puis un après-midi, elle s'est penchée sur mes chevaux de scie pendant que je mesurais des coupes pour un nouveau panneau de garde-corps. Elle cherchait le crayon mécanique que je gardais accroché sur le côté, penché bas. Son sac fourre-tout a glissé de son épaule et a heurté la terre. Je me suis baissé pour le ramasser avant elle. Quand je l'ai soulevé, un magazine glacé en a glissé à moitié. Je me suis figé. C'était Forbes. Et juste là, en plein milieu, son visage. Cheveux coiffés, yeux perçants, tailleur puissant, le tout.
La légende en dessous disait « Lorraine Delaney, l'héritière qui a dit non à Wall Street. Je n'ai rien dit, je n'ai rien demandé. J'ai juste remis le magazine dans le sac, l'ai posé sur le porche et je suis retourné à mes mesures. » Elle n'en a pas parlé. Moi non plus, mais cette nuit-là, en m'allongeant dans mon lit, le regard fixé au plafond, j'ai fait le calcul, les appels, l'argent, le silence. Ce n'était pas une riche héritière perdue qui jouait à la maison dans les bois. C'était cette Lorraine Delaney, ce qui signifiait que cette cabane n'était pas juste un héritage familial. C'était probablement une ligne sur un document de fiducie, quelque part, avec plus de zéros que je n'en verrais jamais. Et je ne savais pas si j'aimais ça ou ce que cela signifiait pour moi d'être là. Le lendemain matin, Lorraine est arrivée en retard. Pas d'ordinateur portable, pas de tasse, juste un sac en papier dans une main et quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas soigné, pas net, juste fatigué. Elle s'est assise à côté de moi sur les marches de devant pendant que je ponçais la nouvelle rampe du porche, a ouvert le sac et a sorti 2 sandwichs, artisan quelque chose garni de viande que je ne pouvais pas prononcer et de pain qui s'effritait comme de la pâte quand je mordais dedans. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je demandé la bouche pleine. « Mortadelle et figues. C'est d'un endroit à Armont. Ne jugez pas avant d'avoir fini. Je ne peux même pas le tenir sans qu'il ne tombe en morceaux. C'est comme ça qu'on sait que c'est bon. » Nous nous sommes assis en silence, mâchant. Des feuilles dérivaient sur le porche. L'air sentait le bois humide et les aiguilles de pin. Pour une fois, aucun de nous n'a atteint ses outils. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que vous faisiez avant tout ça ?» Je me suis appuyé contre le poteau et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai 38 ans. J'ai commencé à construire à 19 ans. J'ai quitté le lycée et je suis allé directement aux travaux de charpente. J'ai tout appris sur le chantier. À 27 ans, j'avais mon propre entreprise, menuiserie sur mesure, construction de terrasses, finition de menuiserie, une petite équipe, des gars de confiance. Ça a bien marché pendant 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé fixement les arbres. Mon père est tombé malade. J'ai mis de côté pour m'occuper de lui. Je pensais pouvoir mettre les choses en pause pendant quelques mois, mais les clients n'attendent pas. Au moment où il est décédé, j'avais perdu la plupart de mes contrats. Ensuite, ma mère a eu un AVC qui a anéanti toutes les économies qu'il me restait. Elle n'a pas interrompu, elle a juste hoché la tête pour que je continue. J'ai essayé de rebondir. J'ai pris un emploi secondaire avec un gars qui promettait du travail de sous-traitance. Il a filé avec la compte et m'a laissé en plan. À ce moment-là, je dormais dans mon camion. Je prenais des petits boulots de nettoyage dans le parc Eisenhower. Je rafistolais des clôtures pour de l'argent. Je raclais. Elle m'a regardé attentivement. Pas de visage doux, pas d'acte de pitié. J'ai ajouté « Ma femme est morte en 2021. Cancer du sein, rapide. On l'a attrapé tard. L'assurance a couvert à peine quoi que ce soit. Le reste est allé sur les cartes de crédit. J'ai fait ce que j'ai pu. » Sa main s'est resserrée légèrement autour du sandwich, mais elle n'a pas détourné le regard. Son nom était Mary, ai-je dit. Plus dur que je ne l'ai jamais été. Elle disait toujours qu'on déménagerait dans le nord quand on aurait réussi. Acheter un peu de terrain, construire quelque chose de réel. Elle aimait les bois. Lorraine a jeté un coup d'œil vers la lisière des arbres. Je pense qu'elle aimerait cet endroit. Je le pense aussi. Aucun de nous n'a parlé pendant 1 minute. On a juste laissé le vent nous entourer, comme s'il nous donnait de l'espace. Vers 14 heures cet après-midi-là, j'ai remarqué quelque chose d'anormal du côté ouest. Le mur du fond était légèrement rentré,
pas à cause de l'âge, mais à cause de quelque chose de pire. J'ai retiré quelques panneaux et j'ai trouvé de la pourriture qui pénétrait profondément dans les montants. Le revêtement s'est effrité sous ma main. J'ai juré à voix basse. J'ai vérifié le radar sur mon téléphone. Une perturbation approche. Vent fort. Pluie réelle. Nous avions peut-être 1 heure au maximum. J'ai appelé. Nous avons un problème. Lorraine est venue, s'est accroupie à côté de moi et n'a pas bronché quand j'ai retiré une autre couche et que je lui ai montré la pourriture. Tout ce côté est saturé d'eau. Si le vent frappe correctement, ce mur va s'effondrer. Elle m'a regardé. De quoi avons-nous besoin? Des équerres, des 2-6 traités sous pression, des vis, des sangles, peut-être des poutres temporaires pour étayer. Elle n'a même pas hésité. Elle a sorti son téléphone et a commencé à composer. Pendant qu'elle parlait, j'ai esquissé un plan de cadre approximatif au dos d'un reçu que j'ai trouvé dans ma poche. 25 minutes plus tard, des phares sont entrés dans l'allée. Un plateau d'une scierie locale. Le gars n'a pas posé de questions. Il a juste déchargé le matériel, a obtenu une signature et a disparu dans la pluie comme s'il avait fait ça 100 fois. J'ai regardé Lorraine une fois. On bouge maintenant ou on perd ce mur. Elle a attrapé la lampe de poche. J'ai travaillé de l'intérieur. Elle a suivi chaque appel que j'ai passé. Quand j'ai eu besoin d'un serre-joint, il était dans ma main. Quand j'ai crié pour la perceuse sans fil, elle l'avait prête. Nous ne parlions pas, nous agissions. Elle a étayé. J'ai vissé. Elle a tenu la poutre pendant que j'enlevais le cric pour placer la solive. La pluie a commencé à tomber fort. Le toit gémissait au-dessus de nous. Nous pouvions entendre le vent se renforcer dans les arbres. Elle a glissé une fois sur les planches, mais s'est rattrapée sans un mot. Elle a continué. Elle n'a pas demandé de repos. Elle n'a pas demandé ce qui venait ensuite. Elle attendait juste que je lui dise le prochain mouvement. À un moment donné, j'ai dû me faufiler derrière l'isolant pour fixer la traverse supérieure. Je pouvais à peine voir. Mon épaule pressée contre le contreplaqué froid pendant que l'eau tombait près de mon oreille. De la lumière, ai-je appelé. Le faisceau a atterri exactement là où il fallait. Angle parfait. Tenez-la là, ai-je dit. Ne bougez pas, elle ne l'a pas fait. 40 minutes plus tard, le dernier support a cliqué en place et le mur a arrêté de bouger. Nous avons reculé. Le cadre était laid, mais solide. Une réparation temporaire qui tiendrait pendant la tempête. Le vent hurlait dehors. Les arbres se heurtaient contre le toit. Je me suis retourné pour lui dire que nous avions réussi et je me suis arrêté. Elle était trempée jusqu'aux os, les cheveux dégoulinant sur son visage, la lampe de poche toujours dans une main. Son manteau était strié de boue, ses bottes couvertes, son jean collait à ses jambes comme si elle avait traversé un marais. Mais son visage, elle avait l'air vivante. Pas soignée, pas calculée, pas la femme avec son visage sur une couverture de Forbes. Juste une femme en bottes qui n'abandonnait pas. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais à ce moment-là, quelque chose a changé. Elle ne se cachait pas juste de la ville. Elle se battait pour quelque chose de réel. Comme moi. La tempête s'est calmée avant l'aube. Et quand je suis sorti, l'air avait cette morsure nette, comme si les arbres avaient lavé le ciel. Tout était trempé. Le porche luisait sous une lumière gris pâle. Lorraine était déjà là, assise sur la marche supérieure, jambes repliées, tenant une tasse ébréchée de café instantané, comme si c'était sacré. Elle m'a regardé comme si elle attendait. « Vous avez dormi ?» ai-je demandé un peu « suffisamment ?» Je me suis assis à côté d'elle. Le bois a craqué, mais a tenu.
Elle m'a passé une deuxième tasse sans un mot. Chaude, amère, et exactement ce dont j'avais besoin. Après 1 minute, elle a demandé « Quel était votre projet préféré de tout ce que vous avez construit ?» Ça m'a arrêté. On ne me demandait pas ça d'habitude. La plupart des gens voulaient en savoir si j'avais déjà construit quelque chose de chic, comme des comptoirs en marbre ou des escaliers courbes. Elle posait des questions sur le sens. Il y avait ce vieux théâtre à Minola, ai-je dit, construit dans les années 30. L'endroit avait été à moitié démoli, presque condamné. Un groupe de préservation a obtenu des fonds et voulait lui redonner vie. Elle s'est tournée vers moi, le coude sur le genou, les yeux fixés. Chaque rainure comptait, ai-je dit. Il y avait des couches de peinture sur la moulure de plafond. J'ai passé 6 semaines à décaper et à refaire les parties que nous ne pouvions pas sauver. Pas de raccourci. Cela devait ressembler exactement à l'original, sinon les responsables du permis nous auraient arrêtés. Ça ressemble à un enfer. C'était le cas, mais c'était le bon genre d'enfer. On savait que quand ce serait fini, ça tiendrait. Elle a souri comme si elle comprenait vraiment ce que cela signifiait. Pas la partie technique, mais le sentiment. Elle a siroté son café, l'a tenu un moment, puis a dit « Ma famille a de l'argent immobilier, la grande partie ouest de Manhattan, des immeubles que vous avez croisés sans jamais y prêter attention. Mais ils sont à nous. Le portefeuille de mon père est plein de cela. Bureaux, locations, mixtes, de luxe haut de gamme. » Elle ne se vantait pas. Son ton était trop plat pour ça. Elle a continué. La cabane est dans une fiducie. Je ne suis pas juste une consultante. J'évitais des choses. Je n'ai rien dit. J'ai juste repris une gorgée. La vérité était que je le savais déjà. Pas les détails, mais le contour. J'avais vu la couverture de Forbes, entendu les appels, lu assez entre les lignes, mais l'entendre le dire, l'exprimer en termes clairs, ça a ancré quelque chose. Cet endroit était à ma grand-mère, a-t-elle dit. Elle m'y amenait quand j'étais enfant. Je l'aidais à cuisiner, je tirais du bois de chauffage à l'intérieur, j'éloignais les cerfs du jardin. C'est le seul endroit qui ne semble pas faux. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends ça. Parfois, ce qui est réel n'est pas ce qu'il vaut. Elle m'a regardé, pas comme si elle me pesait, mais comme si elle voyait quelque chose de solide. Elle n'avait pas besoin que je répare cet endroit. Elle aurait pu engager une équipe et le faire refaire en 1 mois. Mais elle a choisi ça. La construction lente, la boue, les muscles endoloris, les petites brises. Nous n'avons pas parlé davantage ce matin-là. Nous nous sommes juste levés, avons vidé les tasses, et nous nous sommes remis au travail. Elle a passé 2 heures de suite à poncer le vieux cadre de fenêtre de la cuisine. Le bois était sec et s'écaillait dans ses mains, mais elle n'a pas abandonné. Elle l'a travaillé doucement, couche par couche, jusqu'à ce que le grain réapparaisse. Je vérifiais de temps en temps, offrais un conseil, mais la plupart du temps, je la laissais faire. Elle était fière de ce maudit cadre, la caresser quand elle a eu terminé, comme si c'était quelque chose qu'elle avait construit avec son propre nom gravé sur le côté. Cet après-midi-là, j'ai apporté des plans bruts pour reconstruire l'escalier sud. La pourriture sèche avait rongé 2 des marches. Elle a posé des questions sur les rapports de poids, la profondeur des fondations, et si nous aurions besoin de supports de contre-marche. Elle ne faisait plus semblant. Elle voulait vraiment comprendre. J'ai commencé à lui donner plus que de simples tâches. Je lui ai tendu le crayon, je lui ai montré comment mesurer à partir de la ligne centrale, je lui ai appris les petites choses que personne n'enseigne à moins d'avoir passé 20 ans sur un chantier. Elle n'a rien gaspillé. Mais cette nuit-là,
bien après que nous ayons nettoyé et que le générateur bourdonnait à l'arrière. Je suis entré dans le couloir et j'ai entendu sa voix. Elle était au téléphone dans la chambre d'amis. Porte entr'ouverte. Son ton était différent. Court, contrôlé, mode exécutif complet. Non, j'ai dit le vote du Conseil avant le rapport sur les bénéfices. Nous ne pouvons pas risquer de dilution pour le moment. Pause. Oui, je serai là. Je préparerai une déclaration d'ici vendredi, mais je ne répéterai pas ce que nous avons fait le trimestre dernier. Ce n'est pas durable. Une autre pause. Je me fiche qu'il soit le président. Il n'a pas le droit de m'exclure. Elle a terminé l'appel sans dire au revoir. Je me suis reculé avant qu'elle ne me remarque. Je suis sorti et je me suis tenu sous la lumière du porche, laissant l'air frais frapper mon visage. Ce n'était pas un job d'appoint. Ce n'était pas de la consultation. C'était quelqu'un d'important, profondément impliqué. Je ne pouvais pas dire si cela me donnait l'impression que je construisais quelque chose avec elle, ou si je construisais juste quelque chose qu'elle avait déjà écrit dans son prochain communiqué de presse. 2 jours après cet appel téléphonique, elle était partie. Je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé une note collante sur la table, juste au-dessus du marteau qu'elle avait utilisé pour poncer le cadre de la fenêtre. Urgence en ville. De retour bientôt. Gardez du travail pour moi. Elle. C'était tout. Pas d'appel, pas d'avertissement. L'endroit est devenu silencieux sans elle. Pas calme. Le genre de silence qui remplit une pièce quand quelqu'un laisse quelque chose d'inachevé. Pas de tasse en céramique sur la rampe. Pas de liste de lecture faisant écho sur les murs pendant qu'elle grattait la vieille peinture. Juste moi dans la maison et la liste que nous avions faite qui semblait maintenant plus lourde que le bois empilé dans le garde-manger. J'ai continué à travailler. Au début, juste les choses que nous avions déjà prévues. Finir les équerres de terrasse, calfeutrer les cadres de fenêtres. Mais vers midi, je me suis surpris à couper une nouvelle contre-marche pour les escaliers arrière. Nous n'avions pas encore touché à cette partie. Il n'y avait pas de besoin. J'avais juste besoin du son de quelque chose qui était construit. Cette nuit-là, après avoir mangé et nettoyé, j'ai reçu un SMS de son numéro. Je n'arrive pas à dormir. Je pense toujours à la cabane. Je l'ai regardé une seconde, mon pouce en suspension, puis j'ai tapé en retour. L'endroit vous manque aussi. Je le pensais plus que je ne m'y attendais. Le lendemain matin, ce fut sans incident. J'ai fait une course de quincaillerie, je me suis arrêté dans une cour locale pour prendre des nouveaux supports. J'ai fait un arrêt rapide pour des courses, puis je suis revenu et j'ai encadré une nouvelle entrée pour la porte du garde-manger qu'elle voulait refaire. Pas d'appel, pas de message. Puis, 2 matins plus tard, j'étais dans l'atelier à couper des moulures récupérées quand j'ai entendu le craquement des pneus sur le gravier. J'ai essuyé mes mains et je suis sorti. Sa voiture s'est doucement garée dans l'allée, comme si elle y appartenait. Mais elle n'est pas sortie en polaire ou en flanelle. Elle est sortie portant des talons, courts, chers, inutiles dans la boue. Son manteau était en laine, noir, taillé. Ses cheveux étaient en propre et tirés en arrière, maquillés, expression figée. La même femme que j'avais vue sur cette couverture de Forbes. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle s'était perdue en allant à un événement de presse. Elle a regardé autour d'elle, puis a croisé mon regard. On peut s'asseoir à l'intérieur? Nous sommes allés dans la cuisine. Elle n'a pas enlevé son manteau. Je me suis appuyé contre le comptoir. L'urgence est réglée. Elle a hoché la tête une fois. Réglée. Le silence s'est étiré. Elle a jeté un coup d'œil aux armoires, celles dont nous avions parlé de refaire, puis de nouveau vers moi. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'ai croisé les bras.
Qu'est-ce que exactement? Que je suis ton cas de charité? Ses yeux se sont plissés comme si je l'avais giflé. Non, a-t-elle dit, que j'avais besoin de cet endroit autant que vous. Que peut-être j'avais besoin de vous. J'ai voulu lui rétorquer. J'aurais dû lui rétorquer. Mais quelque chose dans sa voix a sonné différemment. Ce n'était pas poli. Ce n'était pas contrôlé. Elle essayait d'être réelle, et elle le faisait d'une manière sacrément maladroite. Vous êtes entrée ici comme une étrangère, ai-je dit. Vous vous êtes comporté comme si vous passiez juste. Et pendant tout ce temps, vous étiez quoi? En train d'esquiver des réunions du conseil d'administration à 1 milliard de dollars et d'écrire des communiqués de presse en douce. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Oui et non. Vous avez des connexions d'argent, un nom de famille qui ouvre des portes. Vous auriez pu engager n'importe qui. Je ne voulais personne. Elle a dit, je voulais quelqu'un qui construisait les choses de la bonne manière. Quelqu'un à qui je ne faisais pas d'impression, qui ne prétendrait pas comprendre. Quelqu'un qui s'en souciait encore quand personne ne regardait. Je l'ai regardé. Le manteau, les talons, le masque. Vous étiez l'une d'elles, ai-je dit. Les types de Wall Street, les requins d'entreprise, le genre de gens qui ne s'irradient pas en passant devant quelqu'un comme moi dans la rue. Je le suis toujours, a-t-elle dit, la voix plate. Mais je ne vous ai pas menti pour vous blesser. J'ai menti pour m'échapper d'eux. Elle s'est avancée et a touché le cadre de fenêtre qu'elle avait poncé. Sa main s'est attardée là, ses doigts traçant le grain comme s'il contenait quelque chose de sacré. Je suis venu ici parce que je ne pouvais plus respirer. J'en avais marre de me battre pour des votes du Conseil et de supplier des milliardaires d'arrêter de se comporter comme des enfants. J'avais juste besoin de quelque chose de réel et j'étais quoi? Votre thérapie? Non, a-t-elle dit plus fort maintenant. Vous étiez la première personne depuis des années à qui je ne demandais rien, qui n'attendait pas de moi que je répare quelque chose que je ne supportais pas. J'ai expiré. La pièce était chaude, mais quelque chose en moi était froid. Pas en colère, juste dérangé. Vous avez poncé une fenêtre, ai-je dit. Vous avez aidé à étayer un mur. Cela n'efface pas qui vous êtes, je sais, a-t-elle dit. Mais cela m'a rappelé qui je n'étais pas, qui je ne voulais plus être. J'ai regardé au-delà d'elle vers les arbres qui se balançaient à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine. Il y avait une poutre que j'avais laissée à moitié mesurée là-bas. Il fallait encore la couper et la rainurer avant midi. Vous revenez pour finir le travail? Ai-je demandé. Elle a laissé échapper un rire des plus légers. Seulement si vous me le permettez, je n'ai pas souri. Pas encore, mais j'ai hoché la tête. Botte la prochaine fois. Pas de talons. Marché conclu. Elle n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. Elle n'est pas devenue dramatique. Elle a juste enlevé son manteau, retroussé ses manches et est allée au camion chercher ses gants. 10 minutes plus tard, nous étions dans le garde-manger à parler de l'espacement des poutres. La vérité était que je ne pouvais pas rester fâché. Elle avait peut-être menti, mais elle avait mérité sa place dans la poussière et la saleté, tout comme moi. À la tombée de la nuit, les nuages grondaient pratiquement. Ciel lourd, avec un vrai poids. Le vent s'était levé si vite que je n'ai même pas fini de manger. J'ai laissé tomber ma fourchette. Je suis sorti directement pour vérifier le versant sud. Lorraine m'a suivi dehors, zippant sa veste en volant. Nous avons contourné l'arrière et nous l'avons repéré tout de suite. L'eau s'accumulait dans le terrain bas près des fondations. Vite, beaucoup trop vite. Le sol était déjà mou et le ruissellement creusait un chemin directement vers l'espace de rangement.
Je n'ai pas hésité. Une tranchée. Elle n'a posé aucune question. Elle a juste couru jusqu'à la remise, est revenue avec 2 pelles, m'en a tendu une, et a commencé à creuser comme si les bottes à ses pieds valaient même plus que tout mon camion. La pluie a commencé doucement, froide, vive. En quelques minutes, c'était des rideaux d'eau. Ses cheveux collaient à son visage, mais elle continuait à faire tourner cette pelle comme si elle lui devait quelque chose. La boue est devenue glissante. Mes épaules ont commencé à se verrouiller. J'ai ajusté ma prise et j'ai continué. Nous ne faisions pas que creuser. Nous faisions la course avec l'eau. J'ai marqué une ligne droite depuis le coin de la maison à environ 8 pieds plus bas sur la pente. C'est là que les vrais dégâts frapperaient si le ruissellement ne changeait pas de direction. J'ai appelé. Du gravier, du seau dans la remise. Elle a sprinté comme l'enfer et est revenue en portant un seau de 5 gallons de pierre concassée. Elle l'a vidé sans renverser une seule mesure. Je n'ai presque pas regardé à nouveau. Nous avons élargi la tranchée et tassé la base. J'ai creusé et j'ai touché un sol plus mou, spongieux. Cela signifiait un délavage, pas juste une flaque d'eau. La terre avait commencé à bouger. J'ai enfoncé la pelle dans la boue et j'ai juré. Nous avons un pied de fenêtre qui perd son support. Elle s'est essuyée le visage, les yeux sauvages mais concentrés. Où? Coin sud-ouest. Il y a une traverse sous le porche. Nous avons laissé tomber les outils et nous nous sommes faufilés sous le pont. L'espace de rangement était étroit, sombre, déjà rempli au point bas. J'ai attrapé le cric portable et une courte poutre, lui faisant signe de tenir la lampe de poche fermement. Mon dos était à moitié dans la boue, à moitié dans l'eau. « Vous voyez le niveau ?» ai-je demandé, en pointant celui accroché à la poutre au-dessus. Elle s'est penchée et a hoché la tête. Décalée, inclinée vers la maison. Exactement. Si nous perdons ce coin, cela tordra le cadre. Nous le levons lentement. Nous nous sommes déplacés en rythme. J'ai calé le chaînage. Elle a tassé le gravier. J'ai glissé le cric en place et j'ai commencé à tourner. Le bois craquait. La structure entière gémissait comme si elle n'était pas sûre de vouloir rester droite. « Plus de gravier, ai-je dit. Serrez, faites-le tenir. » Elle l'a tassé à la main cette fois. La boue couvrait ses poignets. Elle s'en fichait. La pluie ne cessait pas. Le sol sous nous remuait à chaque pas, mais nous ne nous arrêtions pas. J'ai dû ajuster la poutre 2 fois. La première fois parce que le cric a glissé. La seconde parce que le support s'est déplacé sous la pression. Elle tenait la lumière, l'ajustait parfaitement à chaque fois. Je n'avais plus besoin de lui dire où viser. Elle savait juste. Quand j'ai finalement dit « le niveau tient », elle a lâché un souffle comme si elle avait été sous l'eau. « Pompe » a-t-elle demandé, la voix rauque. « Dans la remise », ai-je dit. « Branchez-la au mur arrière. » Elle est partie sans un autre mot. Quand j'ai rampé dehors, elle avait la pompe en marche et la tranchée coulait comme un lit de rivière. L'eau jaillissait le long de la ligne que nous avions creusée et sortait dans les bois. Elle se tenait à côté, trempée de boue de ses genoux à ses chevilles. Je pouvais à peine voir ses yeux à travers la pluie, mais ses épaules ne s'affaissaient pas. Elle n'avait pas fini. Le vent hurlait à travers les arbres comme quelque chose de vivant, mais la cabane restait immobile. Quand le pire est passé, quand la pluie s'est finalement retirée et que le vent est passé de violent à simplement bruyant, nous sommes entrés dans la cuisine comme si nous revenions de la guerre. J'ai enlevé ma veste, je l'ai jetée près de la porte. Elle a enlevé ses bottes et s'est appuyée contre le comptoir, respirant difficilement. L'eau dégoulinait de ses manches sur le sol.
Les lumières ont clignoté une fois, mais ont tenu. Nous n'avons pas parlé tout de suite, pas parce qu'il n'y avait rien à dire, juste parce que le silence semblait mérité, comme si nous devions le respecter. Puis elle a dit, d'une voix basse mais assurée, « Je ne me suis jamais sentie plus vivante que là-bas. » Je me suis retourné, j'ai croisé son regard. C'est parce que, pour une fois, ai-je dit, rien de tout cela n'était une imposture. Pas de salle de conseil, pas de presse, juste nous. Elle a souri, pas un sourire clinquant, juste une chose lente et réelle qui venait de ses profondeurs. Et je jure qu'à ce moment-là, tout le bruit qu'elle avait apporté avec elle, l'argent, les mensonges, la ville, cela n'avait plus d'importance. Elle est venue, a creusé dans la boue, a tenu la poutre fermement, a égalé mes appels. Ce n'était pas faux. Et si c'était le cas, alors merde. Je ne voulais pas du réel. La tempête s'est dissipée, mais quelque chose entre nous est resté chargé. Pas de l'attention, exactement, mais de l'attente, du genre qui s'installe après un travail partagé, comme si nous avions construit quelque chose d'invisible dans la terre en essayant de sauver le porche. Le lendemain matin, je l'ai trouvé déjà dehors, un marteau dans une main et un bloc-notes dans l'autre. Son ordinateur portable était ouvert sur le chevalet, l'écran partagé entre les emails et un croquis du cabanon que nous prévoyions de convertir en espace de rangement. Elle travaillait sur les deux angles à la fois, le monde dont elle venait et celui qu'elle choisissait maintenant. Elle ne s'est pas arrêtée quand je suis sorti, elle a juste levé les yeux et a dit « Nous avons besoin de plus de supports galvanisés. » J'ai compté mal. J'ai hoché la tête et j'ai commencé ma journée. Au cours des jours suivants, elle a continué à se présenter ainsi, pas seulement physiquement, mais pleinement impliquée. Elle prenait toujours des appels, consultait toujours sa boîte de réception, comme si son travail en dépendait. Mais maintenant, l'ordinateur portable partageait l'espace avec des vis, des crayons et de la sciure de bois. Elle mettait quelqu'un en sourdine au milieu d'une réunion pour mesurer une moulure. Elle a arrêté de porter des gants juste parce qu'il la ralentissait pour le ponçage. Nous parlions plus, parfois en travaillant, parfois en buvant un mauvais café et en mangeant des restes froids. Elle me racontait des histoires sur son père, un homme dur, la priorité à l'héritage, le genre de type qui mesurait la valeur en pieds carrés et en retour sur investissement. Elle disait qu'elle croyait à tout cela jusqu'au jour où elle est entrée dans une réunion d'actionnaires et a réalisé que personne dans la pièce ne savait tenir une sacrée clé à molette. Je lui ai parlé des apprentis que j'entraînais autrefois à l'atelier. Des gosses qui arrivaient, ne sachant rien, mais désireux d'apprendre. Je lui ai parlé d'un gamin, Kenny, qui ne savait pas planter un clou droit le premier jour, mais 2 ans plus tard, il dirigeait sa propre équipe. Le vrai travail donne sa colonne vertébrale à un homme, ai-je dit. Elle n'a pas argumenté. Un après-midi, pendant que nous tracions l'espacement pour les nouvelles solives, elle a fait une pause et s'est essuyé le visage avec sa manche. « Et si nous n'arrêtions pas là ?» a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Je veux dire, et si nous transformions cet endroit en quelque chose de plus grand? Un programme, des cours de restauration pratique, de vrais apprentissages, pas seulement une reconstruction de cabane, mais un site complet, peut-être même un logement temporaire pour des gars comme vous. Elle s'est arrêtée. Je sais ce que vous voulez dire, ai-je dit. Vous n'avez pas tort. Elle a expiré. Nous pourrions enseigner de vraies compétences. Construction, menuiserie de finition, base d'électricité, donner aux gens quelque chose qu'ils peuvent emporter, quelque chose qui dure. Elle ne sonnait pas comme si elle faisait une proposition commerciale. Elle sonnait comme quelqu'un qui avait enfin compris
ce qu'elle voulait vraiment laisser derrière elle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce soir-là, je suis allé marcher profondément dans les bois derrière la cabane. Pas pour me vider la tête, juste pour laisser les choses se tasser. Je n'avais pas pensé à l'héritage depuis longtemps. J'étais trop occupé à survivre, trop occupé à garder une longueur d'avance sur l'effondrement total. Mais maintenant, elle parlait de construire un avenir, pas seulement pour elle-même, mais pour les autres, pour des gens comme moi, pour les gars que j'entraînais autrefois, pour la version de moi qui avait à peine survécu à l'hiver dernier dans un camion sans chauffage. Je me suis arrêté là en pensant à Mary, à la façon dont elle parlait d'avoir un terrain, d'ouvrir l'atelier à des gosses sans nulle part où aller. Elle croyait à la construction de vie, pas seulement de choses. J'y croyais aussi. Je suis retourné juste avant la nuit. Lorraine était dans la cuisine, traçant quelque chose sur du papier quadrillé avec un crayon rouge et une règle qui n'avait pas sa place dans une salle de dessin. La lumière du poêle projetait de longues ombres sur ses épaules. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Si nous faisons ça, ai-je dit, ce n'est pas votre nom sur la porte. » Elle n'a même pas cligné des yeux. « Alors appelons-le le Centre Williams, a-t-elle dit, pour elle. Il m'a fallu une seconde pour parler. Ce n'est pas seulement un nom pour moi. Je sais. Nous sommes restés là une seconde. Pas des partenaires commerciaux, pas des collègues. Juste deux personnes qui se sont enfin mises d'accord sur quelque chose qui comptait. Cette nuit-là, nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec une bouteille de bourbon bon marché et avons commencé à dessiner de vrais plans. Croquis au crayon au dos de reçu, plans de cadre, espace de classe, aménagement de l'atelier, chambres à l'étage, un abri à outils partagé avec des bacs étiquetés. Elle a même noté des options de subvention possibles, les griffonnant entre les diagrammes. Elle était sérieuse, et moi aussi. Elle est revenue le mardi suivant, avec un dossier en manille et un regard dans les yeux, comme si cette fois, c'était permanent. Pas de petites conversations, pas de contournement. Elle a posé les papiers sur la table entre nous et a dit « Partenariat juridique, participation égale, pas de hic, pas de charité. » Je n'ai même pas encore tendu la main. Je l'ai juste regardée. « Vous êtes sûr de ça ?»« Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, » a-t-elle dit. « Vous apportez le savoir-faire. J'apporte le capital. Ensemble, nous faisons quelque chose qui compte. » Ce n'était pas juste des paroles. Son nom était sur la ligne de signature juste à côté de la mienne. Pas de clause cachée, pas de pouvoir de veto, juste de l'encre noire et 50-50. Je l'ai signé sans scier. Après ça, tout s'est accéléré, mais pas dans la précipitation, juste vivant. Nous avons récupéré le grand chêne qui était tombé lors de la dernière tempête. Il a fallu 2 jours pour le transformer proprement. Elle se tenait à côté de moi pendant que j'utilisais la dégauchisseuse, apprenant le rythme. Ce bois est devenu des bancs pour l'aile de la classe que nous construisions à l'arrière de la cabane principale. Je coupais, elle ponçait, je calais, elle nivelait. Je jetais un coup d'œil et la voyais corriger ses propres angles, ajuster sa posture comme quelqu'un qui avait réellement été formé. Un après-midi, nous étions dehors à refendre des planches quand un gamin nommé Devonte s'est présenté, local, peut-être 20 ans, calme, mais curieux. Il a dit qu'il avait entendu parler de ce que nous faisions par son oncle. Il a demandé si nous avions besoin d'aide. J'étais sur le point de le repousser, mais Lorraine m'a devancé. « Vous savez comment utiliser un rabot ?» a-t-elle demandé. Il a haussé les épaules. « Pas vraiment. » Elle a souri et a attrapé celui qu'elle venait déguiser. « Viens ici, je vais te montrer. » Je l'ai regardé poser le rabot sur l'établi, mettre ses mains sur la poignée
et le guider lors de la première passe. Sa posture, son ton, c'était réel. Elle ne faisait pas semblant. Elle ne parlait pas juste comme si elle s'en souciait. Elle s'en souciait vraiment. Ce n'était plus un passe-temps. La nouvelle s'est répandue plus vite que nous ne l'avions prévu. Des retraités ont commencé à se présenter. Quelques-uns du VFW Hall voisin. Certains ont juste apporté de vieux outils, mais d'autres sont restés, ont posé des questions, ont proposé d'enseigner le placoplâtre, l'électricité, la peinture de finition. Un gars, Karl, un ancien maçon, a dit qu'il viendrait 2 fois par semaine pour former tous ceux qui voulaient apprendre la maçonnerie. Rick, le propriétaire du restaurant à Unional, a eu vent de la nouvelle d'une manière ou d'une autre et m'a appelé de nulle part. « Vous avez quelque chose de réel qui se passe là-haut », a-t-il dit. « Je vais servir d'organisateur à l'ouverture moi-même. Dites juste le mot. » Lorraine a ri quand je le lui ai dit. « Vous lui avez réparé sa porte grinçante. Maintenant, il est à fond. Je suppose que je suis un homme d'influence, ai-je dit, en lui passant le niveau. Elle était meilleure maintenant. Non seulement confiante avec les outils, mais réfléchie. Savait quand pousser et quand reculer. Elle préparait une pleine cafetière chaque matin qui ne goûtait pas le produit de nettoyage. Elle testait réellement le lot avant de me donner une tasse. Une nuit, nous étions assis dehors sur le porche après le départ de l'équipe. Juste nous deux, couverts de poussière et de copeaux de peinture, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Elle s'est tournée vers moi, a replié ses genoux sur le banc et a dit « Je veux vivre ici ». Je n'ai pas réagi. « Je veux dire, vraiment vivre ici », a-t-elle ajouté. « Gérer l'entreprise depuis ce porche si je dois le faire. Je ne veux pas y retourner. Je n'ai rien dit. J'ai juste tendu la main et je lui ai donné la tasse qu'elle avait préparée. Elle a pris une gorgée, a grincé, puis a ri. « Toujours pas génial », a-t-elle dit. « Mais mieux », ai-je répondu. « Ça compte. » Nous sommes restés comme ça pendant un moment. Pas de bruit, pas de hâte. Juste 2 personnes regardant le travail que nous avions construit prendre racine. La banderole tendue proprement sur la poutre du porche avant. Le centre de restauration Mary Williams. Préouverture. Je n'aurais jamais pensé voir le nom de ma femme sur un bâtiment, surtout pas sur un tel endroit. Le terrain était plein. Camions, camionnettes de presse locale, 3 personnes du bureau du maire, un mélange de costumes, de voisins, quelques visages familiers de la ville, et quelques-uns de nos volontaires, ayant l'air à moitié fiers, à moitié stupéfaits. Lorraine se tenait au bord du porche en jean noir et bottes de travail, un bloc-notes dans une main, parlant à un journaliste d'un magazine régional, comme si elle faisait cela toute sa vie. Elle a rassemblé tout le monde d'un seul clap et est montée sur la petite scène que nous avions construite à partir de planchers récupérés. « Je ne vais pas vous faire un long discours », a-t-elle dit. « Mais je vais vous dire la vérité. Cette cabane m'a sauvé. Pas le bois, pas les clous, mais le travail, le rythme, la terre sous mes ongles, et un homme qui s'est présenté avec une boîte à outils et aucune raison de croire en qui que ce soit d'autre. » Elle a marqué une pause. Le vent a attrapé ses cheveux, mais elle n'a pas bougé. « Je ne suis pas venue ici pour créer une organisation à but non lucratif, » a-t-elle poursuivi. « Je suis venue pour disparaître, et à la place, j'ai trouvé un but. Cet endroit nous a aidés à nous reconstruire tous les deux. Maintenant, il est ouvert à la prochaine personne qui a besoin d'une seconde chance. » Les applaudissements ont roulé à travers le porche comme un coup de tonnerre sur du bois. Elle est descendue, m'a fait un signe de tête. Mon tour. Je n'ai rien écrit, je n'ai pas répété. Je suis juste sortie
et j'ai dit ce que je savais. Chaque morceau de bois dans ce bâtiment, ai-je dit, a été touché par quelqu'un qui avait besoin d'une seconde chance. C'est à cela que sert cet endroit. Rien de spécial, juste la vérité. Nous avons dirigé la première visite ensemble. Lorraine a souligné chaque petit détail qu'elle avait aidé à restaurer. Les nouveaux poteaux qu'elle a poncés à la main, les châssis de fenêtres qu'elle a rééquilibrés, les armoires de l'atelier construites à partir du chêne que nous avons scié ensemble. Les gens écoutaient, certains hochaient la tête, d'autres prenaient des photos. Un type du Conseil des métiers a demandé quand nous allions accepter de nouveaux candidats. Une autre femme a dit que son neveu venait de sortir de prison et avait besoin de direction. Ça marchait. Ce n'était plus juste une idée. Plus tard, une fois que les invités ont commencé à se dissiper et que les caméras ont cessé de cliquer, nous nous sommes assis sur les marches du porche comme nous avions l'habitude de le faire, juste nous deux. Tasses à café en main, outils nettoyés et alignés pour demain, programmes imprimés et empilés dans des dossiers sur la table de la salle à manger. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres à travers les arbres. Lorraine a regardé vers le parking, observant deux de nos nouveaux étudiants décharger des boîtes à outils d'une camionnette donnée. Un gamin a laissé tomber son marteau, a ri et l'a ramassé sans honte. Elle s'est tournée vers moi. « Vous pensez qu'on peut y arriver ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'ai juste regardé ces deux jeunes hommes charger leurs caisses sur le chemin que nous avions nous-mêmes creusé il y a des mois, avant que quiconque ne croie que cet endroit pouvait avoir un sens. « Nous l'avons déjà fait, » ai-je dit. Elle n'a pas parlé. Elle a juste tendu la main pour saisir la mienne. La même main qui lui a appris à tenir un pied de biche, n'est-ce pas? Je l'ai prise sans réfléchir. Sa paume était maintenant rugueuse, la même sorte de grite que la mienne portait. Deux paires de mains calleuses, un plan. Allons au travail. Ai-je dit, après le point de rupture, feriez-vous confiance à un étranger et repartiriez-vous à zéro? Si oui, partagez à quel point la résilience a été difficile. Qui a aidé? Qui avez-vous aidé? Aimez et abonnez-vous. C'est énorme pour nous. Un clic.